Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Je suis très heureuse de donner la parole aujourd'hui à Caroline, qui nous dévoile les dessous de sa sensibilité sensorielle et émotionnelle. Dans cet épisode, elle vous transmet les outils qu'elle applique au quotidien et les prises de conscience qui lui ont permis d'avancer sur ce chemin de l'acceptation de soi. Je vous laisse donc en compagnie de Caroline, que je remercie sensiblement pour son témoignage authentique et passionnant. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 47 ans, je suis mariée, je suis avec mon mari depuis 25 ans, nous avons 2 charmantes filles, une de 22 ans et une de 17 ans. Et j'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de mon hypersensibilité qui est vraisemblablement liée au fait que je suis haut potentiel. Donc ce haut potentiel, je l'ai découvert en octobre 2020 à l'âge de 45 ans. Ce qui peut sembler un peu tardif, mais j'aurais envie de vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui l'on est et comment on fonctionne. Et que ça a vraiment été une révélation pour moi. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis de comprendre d'où venait cette hypersensibilité. Quand je parle d'hypersensibilité, pour moi il s'agit d'hypersensibilité émotionnelle et physique. L'hypersensibilité émotionnelle, elle est assez facile à cerner. C'est que quand il se passe quelque chose d'un peu trop intense, les émotions sont difficiles à gérer. Elles arrivent un peu comme des vagues. Il faut gérer, il faut faire avec, il faut les prendre, il faut les accepter. Et parfois, c'est pas évident. Et puis, l'hypersensibilité physique, en tout cas celle qui est liée au toucher, elle se manifeste pour moi par un besoin de ne porter que des vêtements en coton. Donc je ne peux pas forcément porter ce que je veux. Si on commence à s'orienter vers la vie de couple et la vie intime, ça veut dire que je ne peux pas porter de sous-vêtements très jolis parce que je porte des sous-vêtements en coton, assez basiques, assez simples. Donc voilà, c'est le genre de contrainte que m'apporte cette hypersensibilité physique. Ce qu'elle m'apporte aussi comme contrainte, c'est une incapacité à tolérer les gens qui sont trop proches de moi. J'ai un peu l'impression qu'on rentre chez moi, qu'on rentre dans mon intimité. Et si je ne donne pas l'autorisation aux gens de rentrer dans cette intimité, alors je me bloque et je sens même parfois une envie presque de violence, en tout cas verbale, mais parfois même physique, quand les gens sont vraiment très très proches. Et puis ça génère aussi des problèmes par rapport au toucher. Donc là, on est vraiment lié à la vie intime, à la vie de couple, où pour moi, il est difficile d'accepter qu'on me touche certaines parties du corps qui sont vraiment liées à la vie intime pour le coup, parce que par exemple, c'est très difficile pour moi qu'on me touche les seins. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, j'ai l'impression d'avoir comme des décharges électriques. Donc c'est très difficile parce que souvent c'est un geste qui est apporté avec beaucoup de tendresse. Et ma réponse, elle est plutôt un peu dans le retrait, dans le fait que je me crispe, je recule, alors que émotionnellement, sentimentalement, j'aurais pas du tout envie de réagir comme ça. Mais l'hypersensibilité prend le dessus et je ne peux pas gérer ces réactions. Ce genre de réaction que je peux avoir comme ça forcément pourrait amener, alors je dirais pas que chez nous ça apporte quelque chose lié à des conflits, mais en tout cas des tensions dont on n'a pas du tout envie avec mon mari. Parce que les sentiments sont là, parce qu'on subit vraiment cette hypersensibilité.
Donc forcément, ça amène de l'incompréhension avec une envie de tendresse pour nous deux et le corps qui réagit pas comme il faudrait. Et puis le fait d'être haut potentiel, je me rends compte que dans la vie intime, le cérébral prend le dessus. Je me pose beaucoup trop de questions. Et là, ce qui est difficile, c'est dans ces moments-là de ne pas réussir à lâcher prise. Au moment où on devrait se sentir en confiance, réussir à décrocher de ce qu'on peut avoir vécu dans la journée ou de nos pensées, de tout ce qui peut être un peu fatigant, un peu encombrant, là où on devrait vraiment se sentir bien, et le mental prend le dessus et j'arrive pas donc à lâcher prise. Je me demande comment ce moment intime va se passer. Je peux arriver même à me demander où mon mari va me toucher, comment ça va se passer, avec quelle intensité, dans quel ordre. Je me demande parfois à quoi il pense. Je me demande est-ce que tout est ok pour lui, est-ce que tout va bien. Je me demande ce que je dois faire. Je me demande ce qu'il attend. Et j'ai l'intime conviction que dans ces moments-là, on ne devrait pas se poser ces questions-là, mais simplement vivre ce qu'on est appelé à vivre ensemble. Et en fait, je ne me laisse pas de place. Je me laisse pas la place de vivre ce moment physiquement, intensément et librement. Je me sens vraiment pas libre parce que les pensées sont trop présentes. Et l'hypersensibilité physique, en plus, vient compliquer les choses. Et souvent, il y a beaucoup de culpabilité de mon côté parce que je suis convaincue que lui ressent le fait que j'arrive pas à me lâcher. Je suis convaincue pour lui, c'est pas forcément agréable, que c'est sans doute frustrant. Ça peut générer de la peine chez moi et comme je disais, beaucoup de culpabilité, beaucoup de questionnements. Et dans ces moments-là, c'est pas le moment de ressentir ces choses-là. Donc les moments intimes, oui, parfois peuvent être compliqués. Après, il n'y a pas de conflit. Après, pour rentrer dans notre mode de fonctionnement de couple, je pense que ce qui joue énormément, c'est de bien se connaître tous les deux, de s'accepter mutuellement, mais aussi de s'accepter personnellement, de se connaître en tant que personne, de se connaître avec ses forces et ses faiblesses, d'accepter nos différences. Moi, je sais maintenant que je réfléchis comme ça, mon corps fonctionne comme ça. J'ai appris à accepter que ça ne changerait pas. Et ce qui fait que j'ai arrêté de culpabiliser. Et comme j'ai arrêté de culpabiliser, j'ai arrêté de mentaliser. Et du coup, les choses sont beaucoup plus simples à présent. Il faut être en totale confiance avec la personne avec qui on est. Je pense que c'est capital de savoir que la personne avec qui on est dans les moments intimes, elle a vraiment une volonté de tendresse, de gentillesse, d'amour. Il faut vraiment être convaincu de ça pour vivre les choses en toute simplicité. Et puis, je pense que le partage et la discussion sont capitales. Ça va aider à partager aussi ces moments-là. Je pense que dans notre vie, la discussion fait vraiment partie de notre vie intime. Le fait de pouvoir en parler librement de nos craintes, de nos frustrations, de nos déceptions, fait qu'on n'a pas d'interdit entre nous. On n'a pas de tabou, on n'a pas de conversation qu'on n'ose pas ou de sujets qu'on n'ose pas aborder. Et ça a vraiment simplifié les choses aussi de pouvoir se livrer l'un à l'autre librement. Je pense que c'est une des clés qui fait que pour nous, notre histoire dure depuis 25 ans avec ses différences et que voilà, on est toujours aussi heureux. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire les choses. À partir du moment où j'ai su que j'étais au potentiel, on a compris tous les deux qu'il y avait des changements qu'on attendait chez moi, peut-être que l'on espérait. Je pense qu'on espérait vraiment qu'il y ait des choses qui se simplifient, des choses qui soient beaucoup plus faciles entre nous deux et même pour moi seule. Et on a compris mon mode de fonctionnement, on a compris ce qui ne changerait pas, on a appris à l'accepter. Et il y a vraiment eu un avant et un après diagnostic. Il y a eu une période d'acceptation. Il y a vraiment cette période où, avant ce diagnostic, je me sentais un peu plus stupide que la moyenne des gens. Et puis, cette révélation de haut potentiel m'a juste fait comprendre que j'étais pas en dessous, mais que j'étais au même niveau que les autres. Pour moi, ça m'a mis au même niveau que les autres.
Et c'était important pour moi de savoir que si j'étais différente, c'était pas parce que j'étais forcément plus stupide. Donc ça a été la première chose pour moi à accepter. Et pour mon mari, il a vraiment fallu, lui, qu'il comprenne que voilà, il y avait sans doute des traits de caractère chez moi qu'il aurait aimé voir simplifiés. Peut-être un côté un peu dépressif, compliqué, avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'exigences de ma part, envers moi surtout. Je pense qu'il attendait que ça, avec le temps, avec des thérapies, avec un traitement, avec de la méditation, avec beaucoup de choses, ça allait sans doute s'améliorer. Et en fait, on a compris que ça allait se simplifier, que ce serait plus facile à vivre, mais que je n'allais pas fondamentalement changer la personne que je suis. Et j'ai appris à vivre avec la personne que je suis. Maintenant, je connais mes faiblesses, mais j'ai aussi appris à reconnaître mes forces, que je pense que je voulais pas y faire face avant. Pour moi, c'était un peu présomptueux sur certaines choses de dire je sais ou je suis capable de. Et puis finalement, ça a été une libération pour moi, ça a été une grosse phase d'acceptation pour lui. Et puis finalement, maintenant, j'ai un mari qui a tellement compris comment je fonctionne que c'est lui qui m'encourage dans mes choix. C'est lui qui m'a encouragée à changer de carrière. C'est lui qui m'a encouragée à quitter mon travail quand l'opportunité s'est présentée. C'est lui qui m'a encouragée à reprendre des études. Et c'est pour ça que d'une carrière textile de 20 ans, je m'oriente vers une carrière d'art-thérapeute. Donc c'est un changement radical. Mais voilà, ce que j'ai découvert sur moi était assez radical aussi. Et je dirais qu'une fois que la phase d'acceptation est passée, ça ouvre vraiment des portes. Je crois aussi que le fait d'avoir une haute sensibilité, pour certains aspects de notre vie conjugale, pas forcément vie intime, mais j'ai l'impression que maintenant mon mari pourrait presque compter dessus, où il se dit elle est tellement sensible à certaines choses que si elle sent certaines situations qui pourraient être trop compliquées ou des personnes avec qui je vais sentir une relation un peu difficile ou quelque chose qui devrait être simple et qui ne l'est pas. Je pense que maintenant, il a vraiment confiance en ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment c'est pas que ce sens physique ou moral. Il y a aussi une sensibilité aux gens qu'on a autour de nous, aux ressentis, aux atmosphères. Je trouve que c'est une chance de pouvoir aussi avoir cette sensibilité-là, peut-être pour lui, pour l'orienter dans certaines de ses fréquentations amicales. Donc je vois qu'on a des discussions plus ouvertes sur tout ce qui est ressenti avec les gens. Comme je disais, atmosphère, presque énergie, où il y a vraiment quelque chose qui pourrait se passer dans le ressenti général, où cette sensibilité, elle est présente un peu partout. Voilà, là, j'ai donné des exemples vraiment sur le physique, le mental, mais c'est une sensibilité générale. Et ça, je pense que ça, c'est chouette de pouvoir avoir aussi cette complicité grâce à cette sensibilité, parce que lui commence à compter dessus en fait. Et c'est assez sympa. On est dans une famille où le haut potentiel et l'hypersensibilité sont des sujets très ouverts et maintenant qui font partie de notre quotidien. On sait depuis peu de temps qu'une de nos filles est haut potentiel avec un trouble déficit de l'attention. Et on a notre première fille qui, elle, est hypersensible. Et du coup, on pense que c'est vraiment une force d'un point de vue familial. Quand notre deuxième fille a découvert son haut potentiel, on lui a demandé si elle avait des gens à qui se confier, si pour elle, ce serait facile de gérer ce sujet-là. Et du coup, pour elle, je crois que ça n'a pas été trop difficile parce qu'elle savait que moi, j'étais à côté d'elle, que j'avais eu cette nouvelle 2 ans auparavant, que j'avais déjà trouvé des techniques pour gérer les moments difficiles, les moments d'angoisse, les moments de stress, de culpabilité, de trop de questions, de confusion, quand on a l'impression que le cerveau est une pelote de laine qui a fait des nœuds et qu'on ne sait plus où est le début de la pelote pour essayer de dénouer un peu tout ça tellement les pensées sont confuses. Et elle avait quelqu'un à la maison avec qui parler. Et je crois que ça a aidé, je pense que ça a aidé pour qu'elle puisse, elle aussi, accepter
simplement qui elle est, j'allais dire sa différence, mais on a tous quelque chose de différent, donc que ce soit le haut potentiel ou autre chose. En tout cas, d'accepter, de savoir comment vivre avec, comment l'apprivoiser, et avoir des conseils pour des astuces de comment gérer tout ça. Et puis pour notre fille qui est hypersensible, elle sait aussi que du coup, elle peut nous en parler très librement. Parce que c'est pas quelque chose qui est interdit, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose qui n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est réel, l'hypersensibilité. C'est des faits auxquels il faut faire face. C'est un trait de caractère qui est difficile et très intéressant à la fois. Et elle sait qu'elle a cette possibilité d'en parler à ses parents, à sa sœur très facilement. Et j'espère que pour mes filles, c'est un plus et que c'est une liberté de pouvoir aborder tous ces sujets-là à la maison. Alors quand il m'arrive de sentir que les choses commencent à être compliquées au niveau de mes émotions, au niveau clairement de mon cerveau, je peux vraiment sentir que c'est là qu'il y a une espèce de pression qui se crée. Les astuces que j'ai pu mettre en place pour moi, c'est vraiment déjà de la respiration, de se poser. Par habitude, je respire trop vite, trop peu, pas assez profondément, parce qu'il faut que tout aille très vite et très bien et de manière très efficace tout de suite. Donc simplement le fait de se poser, de poser les mains sur les jambes, sur les genoux, de dire il faut que tu prennes le temps de respirer. Et on a tellement entendu dans des séances un peu clichés de dire posez-vous, prenez 3 grandes inspirations, et en fait ça marche. C'est des conseils qu'on entend très souvent. Après, j'ai commencé aussi la méditation qui commence très souvent par ça aussi, et je dois avouer que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, de simplement respirer, se poser, prendre connaissance de l'environnement qu'on a autour de soi. Pour moi, ça me permet de faire face à qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là. Quel a été le fait déclencheur? Si je ne prends pas le temps de me poser, je n'arrive pas à analyser le fait déclencheur de l'état dans lequel je me sens. Donc le fait de respirer, de méditer, le fait quand on a un cerveau un peu en ébullition comme ça, il faut boire plus d'eau que la moyenne, parce que le cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Et plus on a un cerveau qui fonctionne vite et trop vite parfois, il lui faut plus d'eau, il faut plus de carburant pour le faire fonctionner correctement. J'ai découvert aussi récemment que les jours où je fais du sport, je n'ai pas besoin de traitement, je suis sous antidépresseur depuis 5 ans, et les jours où, quand je fais du sport à plus haute dose très régulièrement, je n'ai pas besoin de mon traitement. Donc vraisemblablement, le sport, l'alimentation équilibrée, plus d'eau, respirer, méditer aide considérablement. C'est les petites astuces que je me suis trouvées au quotidien. Et puis lire aussi. Lire, écrire. Et puis je pratique le journal créatif. Donc le fait de aussi me poser dans un journal intime, non conventionnel, introspectif, me permet de passer du temps avec moi, que je ne m'autorisais pas non plus avant, parce que je ne me donnais pas de valeur du tout. J'avais aucun respect pour moi. Et d'un seul coup, j'ai appris, en découvrant qui je suis, j'ai appris à m'accepter et à me respecter. Et c'est pour ça que je disais qu'il est jamais trop tard pour apprendre qui on est, jamais trop tard pour apprendre comment on fonctionne, jamais trop tard pour trouver ses propres solutions et apprendre à se respecter pour vivre avec qui on est réellement, intrinsèquement. Avant de découvrir qui j'étais, j'avais une fâcheuse tendance à ne pas aimer simplement la personne que je suis. Alors ça pouvait se manifester par beaucoup de choses, c'est-à-dire dans une organisation de journée, de tout faire pour tout le monde, pour tous les autres, mais de ne pas prendre le temps, pas de temps pour moi, pas de temps pour manger correctement, pas de temps pour faire du sport, pas de temps pour faire les choses dont j'avais envie, pas de temps pour voir les gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Je ne me respectais pas physiquement, c'est-à-dire que je faisais aucun effort alimentaire. Si dans le frigo il restait quelque chose dont personne n'avait envie, c'était pour moi. Et s'il restait une chose dont tout le monde avait envie, eh ben je la laissais pour les autres et je ne m'autorisais pas à la manger.
Donc quand il y avait quelque chose de chouette, forcément c'était pas pour moi. Je voulais pas m'apporter quelque chose de bien si ça pouvait être pour le bénéfice d'un autre. S'il y avait quelque chose de positif à vivre, je laissais vraiment l'opportunité aux autres de le vivre et pas à moi. Et j'ai toujours pensé, et je pense encore, que c'est vraiment par amour des autres que je pensais comme ça. Ce que j'ai appris à découvrir, et ce que j'apprends encore à découvrir, c'est pas complètement gagné, c'est que j'ai le droit de m'aimer. Et ça, c'était quelque chose où pour moi, c'était une perte de temps. C'était de l'égoïsme pur. Et au fur et à mesure des mois, ces derniers mois, j'ai compris que je ne pourrais être capable de prendre soin des autres correctement que si je prenais soin de moi. Donc à partir du moment où j'ai appris à prendre soin de moi, que j'ai pris le temps vraiment de pratiquer le journal créatif, d'écrire, de coller, de dessiner, d'explorer des choses qui, moi, me parlaient, qui étaient importantes pour moi, ça m'a vraiment libéré l'esprit, ça m'a libéré des tensions, ça m'a libéré des questions qui ont fait que j'ai pu être beaucoup plus ouverte pour m'occuper des autres. Ce qui, sans doute, explique mon changement de carrière. Chaque fois que mon mari a voulu être gentil avec moi, quand j'étais dans ce manque d'estime de moi, j'ai toujours estimé que je ne méritais pas ce qu'il faisait pour moi. Et c'était très dur parce que je pense que j'ai pas su accueillir ses attentions à la hauteur de ce qu'il a voulu faire pour moi. Je pense vraiment que je suis passée à côté de certaines choses. Je pense précisément à un anniversaire surprise qu'il a fait, qui était extraordinaire. Il a mis des choses géniales en place. Et j'ai passé la soirée à culpabiliser en me disant « le pauvre, il a dû tellement galérer pour organiser tout ça ». J'allais même jusqu'à me dire que les gens qui étaient venus pour fêter mon anniversaire avaient sans doute quelque chose de mieux à faire et qu'ils s'étaient forcés à venir et que je ne méritais pas que ces gens gâchent leur soirée pour moi. Je pense que si on faisait la même chose maintenant, je me dirais que les gens avaient le choix de refuser l'invitation et que personne n'est venu les tirer par les cheveux pour les obliger à venir. Et je me dirais, c'est chouette, s'ils ont fait le choix de venir pour moi, c'est une chance et j'ai juste à apprécier ce moment que je peux partager avec eux qui va être top. Mais j'ai trouvé que comme j'étais très dure en jugement avec moi, je pense vraiment que j'ai pas su apprécier certaines attentions à leur juste valeur. Alors bien entendu, le fait d'avoir un diagnostic posé sur un haut potentiel avec peut-être des traces de troubles autistiques, peut-être des pensées obsessionnelles sur certains sujets, éclaircit les choses. Mais il y a forcément aussi la thérapie que je suis depuis 5 ans, avec quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait qu'on est aussi le résultat de choses qu'on a vécues. Alors c'est pas toujours facile, mais de reprendre son histoire, de reprendre les personnes que l'on a rencontrées, les beaux moments qu'on a vécus, les moments très difficiles que la vie nous a imposés, permettent aussi de comprendre pourquoi, à un moment, à 45 ans, on se pose autant de questions, pourquoi, à 45 ans, on a besoin de comprendre qui on est. Le passage par la thérapie, pour moi, a été aussi quelque chose de capital. J'aurais aimé aussi partager deux lectures qui sont assez importantes pour moi. Le premier, c'est un livre qui s'appelle « Émotif, talentueux, être soi autrement » de Nathalie Alstein, qui est une psychologue, je crois, belge, qui a découvert aussi son haut potentiel, son hypersensibilité quand elle avait 45 ans. Et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis beaucoup intéressée aux écrits de cette femme. Et il y a une page dans son livre où elle dit que souvent, quand elle était enfant, elle a entendu qu'elle était trop sensible, trop attentionnée, qu'elle se posait trop de questions, qu'elle voulait trop apprendre, qu'elle était trop compliquée. Et ce que ça m'a permis de comprendre, ce qu'elle a écrit et ce que j'ai pu expérimenter par et la thérapie et les diagnostics, c'est que ce qui peut sembler être trop pour beaucoup de gens, il est fort probable que ça ne soit pas assez pour nous. Pour certaines personnes, des fois, c'est juste pas assez, ou c'est la normalité. Et c'est ok. Le fait de se dire, c'est ok que tout ce qui peut sembler trop pour les autres, je suis une personne qui a tendance à lire 3 ou 4 livres en même temps,
qui a tendance à avoir plein de projets en tête, à être régulièrement un peu en retard dans les projets, à tout faire à la dernière minute, et bien de se dire c'est ok et ça peut marcher. Si ça marche pour moi, c'est ok. Même si ça marche pas pour les autres et que eux ne le comprennent pas, c'est pas grave. Et le fait d'accepter ce qui semble toujours être trop pour les autres, finalement c'est ma normalité et que je ne pourrais pas faire comme eux parce que pour moi ça marcherait pas. Et j'ai découvert récemment aussi le livre de Monique de Kermadec qui s'appelle Le surdoué et l'amour. J'avoue que je viens seulement de commencer à le lire, mais j'ai hâte d'aller plus loin et du peu que j'ai lu de ce livre, je vous le conseille déjà. Il y a une approche très simple sur le regard aussi qu'on peut avoir sur soi, sur cette vie intime, sur la manière dont on réfléchit, la manière dont on peut s'accepter, accepter l'autre, vivre les choses différemment. Et je ne vais pas être très objective, mais le livre de Sophie sur l'hypersensibilité est aussi une clé pour avoir des réponses avec des exemples très pragmatiques du quotidien, avec quelque chose de très factuel, qui est capital aussi de lire des choses qui ne sont pas que scientifiques, neurologiques, mais de lire des témoignages, des choses sincères, la manière dont elle a vécu les choses, dont elle a appris à se connaître, dont elle a appris à s'accepter. Pour moi, chaque fois que je lis ce genre de livre, m'ouvre encore un peu plus sur le fait de moi aussi apprendre à m'accepter. Donc voilà, c'est vraiment 3 livres que je peux que vous conseiller dans votre découverte de qui vous êtes et de votre sensibilité. Pour vous encourager, je voudrais vous partager quelque chose qu'on m'a souvent dit. Quand je travaillais dans une grosse entreprise, dans un open space, et j'avais l'impression qu'il fallait un peu, pas forcément qu'on me demandait d'être formatée, mais d'avoir une attitude, un regard sur les choses qui était assez conventionnel. Et régulièrement, on m'a dit « mais tu rentres pas dans le moule ». Et effectivement, je voudrais vous encourager à créer votre propre moule parce que on est tous différents. Et il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait tous rentrer dans les mêmes conventions, dans les mêmes codes, avec la même manière de réfléchir, la même manière d'être. Donc, ne vous fiez pas aux conventions, ne vous forcez pas, que ce soit en vie intime, que ce soit en vie relationnelle. Apprenez simplement à vous connaître, à vous respecter, à vous aimer et créez votre propre espace qui vous correspond le mieux possible. Je tiens vraiment à remercier Sophie de m'avoir offert cet espace de liberté et de parole. J'espère que mon témoignage aura pu vous apporter quelque chose. Je vous encourage vraiment dans vos lectures et dans votre apprentissage pour aller vers qui vous êtes. Et voilà, encore une fois, je tiens vraiment à remercier Sophie et je vous remercie de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.